Mon séjour aux frais de l'offre Napoléon tome 4. Je vais mettre ici ce qui me reste des chapitres d'Italie pour ne pas le trop éloigner de ceux qui précédent. L'intérêt qui présentant me laisse une vif regret de n'en avoir pas davantage. On verra même que celui de l'Auvergne se trouve incomplet. Toutefois, il en sera autant plus précieux que je crois me rappeler qu'il n'a pas été conservé tout à fait sous la même forme. Il deviendra curieux de pouvoir comparer la première dictée avec le travail arrêté. Peut-être tout tagliamento. Depuis le passage de la Piave, 13 mars 1797. Première situation de l'Italie au commencement de 1797. La paix de Tolentino avait rétabli les relations avec Rome. La cour de Naples était satisfaite de la modération des Français à l'égard du pape. Elle y voyait une preuve que l'intention de la République était de ne pas se mêler de ses affaires intérieures et de ne donner aucun appui aux mécontents. Nous étions maîtres de la République déjà. La partie oligarque y était sans crédit. Les républiques cispadana et transpadana étaient animées du mieux esprit. Nous y trouvions toute espèce d'assistance. En Piémont, Alexandrie, Fenestrale, Cherasque, Goni, Torton avaient en garnison française. Suze, la brunette, Desmond étaient démolés. La misère et le mécontentement étaient à l'extrême parmi le peuple. Les mouvements d'insurrection s'étaient manifestés dans diverses provinces contre la cour. Le roi de Sardaigne avait réuni ses troupes de ligne en corps d'armée pour les dissiper. Les généraux français avaient tout à fait pu maintenir l'ordre et la tranquillité en Piémont. Il avait souvent menacé de faire marcher des troupes contre les mécontents, mais les communications étaient rétablies entre les Piémont, la France, et les républiques cispadane et transpadana. L'esprit qui dominait dans ces républiques s'est propagé en Piémont. Les officiers et les soldats français animés des principes républicains les propagèrent dans toute l'Italie. Les circonstances étaient devenues telles qu'il fallait peu assurer les désirs du général français ou du trio. Le roi de Sardaigne eut dissipé entièrement toutes ces inquiétudes et continuèrent les mécontents. Le général français imagina de proposer un traité offensif et défensif à la cour de Sardaigne. Il fut signé par le général Clark et le marquis de Saint-Marsin. La République garantissait au roi sa couronne. Le roi déclarait la guerre à l'Autriche et fournissait un contingent de 10 000 hommes et 20 pièces de canon à l'armée française. Ce traité était très important pour l'exécution du grand plan du général en chef. Son armée se trouvait renforcée et il avait avec lui des otages qui lui assuraient les Piémont pendant son absence de l'Italie. Mais le directoire ne sentit point l'importance de ce traité et on ajourna constamment la ratification. Cependant, la publicité du traité donna un nouveau crédit au roi et découragea les malveillants. L'état de Venise se donnait, les inquiétudes Brescia, Bergame, la Polesine, une partie de Vicentin et du Padoue étaient parfaitement disposés pour la cause française. Mais le parti autrichien qui était celui du Sénat de Venise pouvait disposer de la plus grande partie du Véronais et de 12 à 15 000
esclavons, qui étaient dans Venise, tous les moyens que Napoléon peut imaginer peut aplanir. Les difficultés ayant échoué, il fut obligé de passer outre et de se contenter d'occuper la forteresse de Vérone et de laisser un corps de réserve pour observer le pays vénitien et garantir la sûreté de ses derrières. On verra dans le chapitre suivant des raisons qui s'opposeront à ce qu'il mit fin aux troubles de cette république avant d'entrer en Allemagne. Avant et après la prise de Mantua, diverses ouvertures pacifiques avaient été faites à la cour de Vienne, toutes furent infructueuses. Le général Clark avait été envoyé de Paris avec une lettre de directoire à l'empereur d'Allemagne et des pleins pouvoirs pour négocier et conclure des préliminaires de paix. Une conférence avait eu lieu à Vicence avant la bataille de Rivoli entre Clark et les barons de Saint-Vincent et des comtes de l'empereur. Ce dernier dit que son maître ne reconnaissait point la République française et ne pouvait entendre parler de paix sans le concours de son allié, c'est-à-dire de l'Angleterre. Depuis la prise de Mantua, Clark fit une seconde tentative. Il se rendit à Florence et vit le grand-duc. Il obtint la même réponse. Le général français, tranquille sur l'Italie, résolut de rejeter les Autrichiens au-delà des Alpes juliennes, de les poursuivre pour la trave sur la muette, de passer les Cimmering et d'obliger l'empereur d'Autriche à signer la paix dans Vienne. Les projets étaient vastes, le succès paraissait assuré. Le général en chef promit la paix au gouvernement français dans les courants de l'été. L'armée d'Italie n'avait jamais été si belle, si nombreuse, ni en meilleur état. Elle se composait de 8 divisions d'infanterie de 6 000 chevaux et comptait 150 pièces de canon bien attelées. Ces troupes étaient bien habillées, bien chaussées, bien nourries, bien payées. Composée de vieux soldats et d'excellents officiers, cette armée d'environ 60 000 hommes pouvait tout entreprendre. L'armée française, depuis la prise de Mantua, menaçait directement les États héréditaires de la maison d'Autriche. Ses avant-postes étaient sur les frontières. Les armées françaises du Rhin, à décembre et Meuse, qui avaient leur quartier d'hiver sur la rive gauche du Rhin, en étant éloignés de plus de 100 lieues, en étant séparés par les États du corps germanique. L'armée d'Italie était éloignée d'environ 180 lieues de Vienne et les armées du Rhin et de Sambre et Meuse de plus de 200 lieues. L'armée d'Italie fixa donc toute l'attention de la cour de Vienne. Le prince Charles, qui avait obtenu des succès sur la Danube dans les campagnes précédentes, fut envoyé sur la Piave avec 40 000 hommes de renfort des meilleures troupes de la monarchie. Dès le mois de janvier, les ingénieurs autrichiens parcouraient tous les cols et les hauteurs des Alpes noriques, projetant des retranchements, tressant des plans pour fortifier Gradisca, Klagenfurt, Tarvis. Mais tous ces travaux ne pouvaient se commencer qu'après les fonds de neige qui, dans les Alpes noriques, ne disparition qui vers la fin de mars. Il était donc important de prévenir l'ennemi avant qu'il n'eût réuni tous ses moyens et retrancher les gorges et passages difficiles qu'on avait à traverser. Napoléon résolut d'être en Allemagne à la fin de mars. 3. Les Brenets est la sommité la plus élevée des Alpes du Tyrol. C'est la division géographique de l'Allemagne et de l'Italie. L'Ain, l'Adar
Elle a déjà. Prenons-le sur cette haute chaîne. L'Inn coule du sud-est au nord-est. 50 lieues dans le Tyrol sur le revers du Brenner. Vers le Danube, dans lequel il se jette séparant la Bavière et l'Autriche. Là-bas, dont les sources sont près de celles de l'Inn. Coule du nord au sud et se jette après 8 lieues du Cours dans le lac de Comme, d'où elle sort pour traverser la Lombardie. La Dige qui prend sa source à peu de lieues de celle de l'Inn court du nord au sud à une cinquantaine de lieues sur l'autre penchant du Brenner entre en Italie à Vérone, d'où elle se jette dans l'Adriatique près de l'embouchure du Pô. Un grand nombre d'affluents coulant dans ces diverses rivières et formant des gorges à pic où il est impossible de pénétrer sans être maître des sommités. C'est la partie des Alpes la plus rude et la plus difficile, celle qui est la plus coupée et dont la pente est la plus brusque.